Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream. On est content parce qu'on fait notre rentrée, enfin on est content je sais pas, mais on fait notre rentrée. C'est la rentrée du podcast, même si on n'a pas arrêté pendant l'été, mais c'est plutôt ça. Ouais, mais on a bien vu que voilà, il y a un peu moins d'engouement l'été, ce qui est normal. Nous aussi on a largement moins écouté de podcasts, etc. Ouais, puis l'été tu diversifies ce que t'écoutes. T'écoutes pas, juste tu fais autre chose. Oui. Je sais pas, quand t'as l'habitude d'écouter dans ta voiture, tu vois, et que tu vas pas au travail, bon bah. C'est vrai. Donc, on est content de vous retrouver. On espère que vous allez bien, que vous êtes motivés pour cette rentrée. Vous avez passé de bonnes vacances. Ouais. Et que si vous n'avez pas pris de vacances, mais que vous avez bien bossé. Et que surtout vous êtes motivés pour cette rentrée. Moi, j'ai toujours bien aimé les rentrées en vrai. Même quand j'étais petite, vraiment. Ah ouais. Mais ça me hypait. Alors, j'aimais bien l'école, mais ça me hypait parce que je me disais, en gros, comme si tu repartais un peu d'une feuille blanche, tu vois, cette nouvelle année, etc. Je sais que toi, t'es pas du tout comme ça, mais moi, je trouve ça moi, bien, c'est 100% l'inverse. Je déteste les rentrées. Vraiment, ça me, du plus loin où je m'en souvienne, ça m'a toujours donné le cafard la rentrée parce que, ouais. Tu retrouves tes potes et tout, c'est trop bien. Bah oui, mais bon, c'est aussi une nouvelle routine, tu vois. Et moi, comme j'aime pas changer mes habitudes, etc., typiquement, quand on parlait dans le cas de l'école, tu changes ta rentrée, t'as plus les mêmes profs, t'as plus les mêmes horaires, t'as plus les mêmes cours, tu vois, genre, il y a tout qui change, quoi. De toute manière, Julien, c'est 27 ans, ressenti 77. Là, je l'ai amené 3 jours à Berlin. D'ailleurs, pays très sympa, Berlin. Ça a été nos vacances. Le type a pas dormi dans son lit pendant 3 jours. J'ai l'impression que c'était l'épreuve de sa vie. Tellement qu'il aime pas changer ses habitudes. On est bien chez soi, tu vois. On aime bien voyager, mais on est bien chez soi aussi. Ouais, Berlin, putain, en préparant l'épisode, on a carrément oublié, mais c'était super bien. Ouais, grosse découverte. Franchement, si vous n'êtes pas allé là-bas, allez-y. Si en plus, si vous êtes un peu comme nous, des rageux de la France, vous comprendrez pourquoi vous aimez bien l'Allemagne. Très culturel, très agréable, franchement, une sécurité, il y avait au top, de l'espace partout. J'aurais pas qu'on est dans une capitale où, je sais pas, les Berlinois sont tous partis. Tu vois, c'est ce qu'on se disait, c'est que par exemple, moi en vrai, je déteste Paris. Genre, ok, il y a de beaux monuments, des fois faut y aller. Du coup, quand j'y vais, en vrai, j'attends qu'une chose, c'est repartir. Et en vrai, Berlin, je m'attendais à ce que ça me fasse un peu l'effet Paris, c'est-à-dire grosse capitale, beaucoup de monde, du bruit, etc. C'est silencieux, il y a des parcs partout. Après, silencieux, ça reste une ville, hein, mais je veux dire, il y a des parcs partout, il y a de l'espace dans la rue, les trottoirs sont très larges, il y a finalement pas tant de gens au kilomètre carré parce que c'est une ville qui est très très étendue par rapport à Paris. Du coup, il y a la concentration urbaine est beaucoup plus faible. D'ailleurs, il y a un gigaparc de plusieurs hectares en plein milieu. Les monuments, il y en a pas mal. Alors forcément, il y en a moins que Paris, hein, ça c'est sûr. Mais il y a quand même plein de choses à faire. Et ça nous a fait réaliser 2 choses. Déjà qu'on était des merdes en langue et que c'est un des objectifs de 2025, c'est de s'améliorer, sachant qu'on a tous les deux fait de l'allemand à l'école. On a fait surtout beaucoup d'années d'allemand pour finalement tout faire en anglais, quoi. C'est ça. On a tous les deux fait, alors je sais même pas si ça existe encore, mais on a toujours tous les deux fait de la section euro. Puis moi je suis en Alsace, etc. Donc quand même, vraiment c'est un peu la honte de pas savoir demander un café. Ouais, en plus moi j'ai de la famille de Lorraine, en plus. Enfin, moi qui va. Donc objectif de 2025, c'est de s'améliorer en langue. Et ce qui nous a un petit peu choqué, c'est que en fait, on a l'impression qu'ils vivent mieux que nous. Alors on comprend pas trop parce que au niveau de la bouffe, etc., c'était quand même moins cher que chez nous, alors qu'on est dans la capitale. Ça, tu vois, en vrai, ça fera un sujet d'épisode. C'est vraiment le coût de la vie
par rapport à ton pays, etc. C'est un truc qui est en train de nous trigger de manière très très forte. Ils ont vraiment des salaires plus élevés que nous, du coup. Ah ouais, les Allemands gagnent beaucoup mieux leur vie que nous. Et en fait, moi, je suis choquée qu'en fait, l'Allemagne quand même, ça a fait l'Union européenne, tout ça, et en fait, ils sont pas concernés par plein de mesures écologiques qui sont très imposées chez nous. Par exemple, ils ont des voitures. Nous, à Montpellier, on peut pas rouler, c'est quoi, critère 2, je crois. Ouais, max. c'est les aides-feux. Ouais, voilà. Et là, ils s'en fichent. Enfin, il y a plein de trucs où je trouve que c'est bien fait. Et franchement, je pense qu'on reviendra avec plaisir à Berlin. C'était super chouette. Tout ça pour vous dire qu'on a passé de bonnes vacances. Oui. Et qu'en fait, ça nous a fait du bien. Surtout que moi, par exemple, j'avais le truc où avant de partir en vacances, j'étais pas très chaud parce qu'en fait, on a tellement de choses à faire en ce moment. Ça, dès qu'il faut partir, on ronchonne et après, on est content d'y être. Non, tu vois, en vrai, il y a par exemple quand on est allé au Mexique l'an dernier, j'étais très content qu'on y aille. Moi, j'étais pas contente. J'étais au bout de ma vie. Je te sortais de période fiscale. Ouais, toi, t'étais pas content. Mais moi, quand on allait au Mexique, j'étais content d'y aller. Et là, par exemple, j'étais pas très content de partir en vacances. On avait tellement de choses à faire. Et d'ailleurs, depuis, on est rentré depuis avant-hier. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai pas eu 5 minutes de calme depuis avant-hier. Et du coup, j'étais pas très très chaud de partir. J'ai l'impression que j'avais pas réussi à couper. Du coup, j'ai pas coupé complètement. J'ai pris des appels pour nos projets. J'ai répondu à des mails, etc. Mais bon, ça aussi, ça fait partie de nos choix et de nos activités. Mais ça nous a vraiment fait une coupure. Et du coup, je vous encourage des fois à même, parce qu'on est parti 4 jours en gros, 3 nuits. 3 nuits, ouais. Et je vous encourage à le faire parce que finalement, même d'un point de vue budget, ça coûte pas très très cher. Ça vous prend pas énormément de temps. Il y a pas besoin de poser 3 semaines de vacances. Et en vrai, ça permet quand même de se ressourcer beaucoup plus vite que finalement de passer 2 semaines à la maison où finalement vous allez rester dans votre routine habituelle. C'est ça. Et pas avancer. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on est motivé pour la rentrée? Je pense que oui. En vrai, on a quand même hâte des prochains mois qui arrivent. Même si du coup, c'est notre dernière rentrée en tant que salarié. D'un côté, c'est surtout ça que j'aime dire. D'un autre côté, ça nous soulage aussi. Parce que tu vois, moi, je redoute le moment à la machine à café demain où tout le monde va raconter ses vacances. Tu vois, ça, effectivement, c'est le genre de truc que j'aime pas du tout dans un peu le Boom Dream, etc. Ce genre de faux semblants où, tu vas venir exposer comme quoi, ta vie pendant les vacances, elle était top et que là, du coup, t'es revenu à la machine à café et qu'entre guillemets, tu vis l'enfer du salariat sans d'autres choix. Enfin, bon, vrai, tu vois, c'est un peu tout ce faux semblant qu'au boulot que j'aime pas du tout. En fait, c'est pas ça, c'est qu'on est de moins en moins dans le délire, tu vois. Je pense que plus ça avance et plus ça nous pèse parce qu'en fait, notre vie est ailleurs et c'est vrai que c'est compliqué. Bon, écoute, il reste 4 mois, ça devrait le faire. Et je voulais dire autre chose. Désolé de t'avoir coupé. Après, sur nos derniers projets en cours, il y a pas eu beaucoup d'avancées. Donc on n'y reviendra pas trop dans ce stade. Pas dans cet épisode parce que de toute façon c'est râler pour aller. On vous a déjà expliqué. Et on vous dira si on arrive à s'en sortir un petit peu. Pour l'instant ça va pas avancer, ça nous contrarie un peu. Donc la réussite qu'on a fini et tu vois comme quoi des fois il y a toujours tout qui s'enchaîne super vite. En gros vraiment week-end dernier, semaine dernière, la veille de partir en Allemagne du coup, j'ai eu un appel pour un des locaux commerciaux qu'on devait visiter de quelqu'un de très motivé. J'ai fait l'effort, j'étais faire une visite à 20h30 dans une ville qui est 1 heure de chez nous donc je rentre un peu tard. Mais au final, la personne a kiffé le logement, m'a lâché 1 mois de loyer en espèces pour être sûr de le bloquer. J'étais là, bon, ok, ça me va. En plus, profil sérieux, etc. Elle m'a envoyé le dossier dans la semaine, donc c'est ça que j'ai traité un peu en distance pendant qu'on était quand même en voyage. Et on a fait l'état des lieux ce matin. Et franchement, ça nous fait plaisir parce que c'est les locaux commerciaux qu'on vous avait parlé dans un autre épisode et notamment du coup le local spa, qu'on vient du coup de mettre à la location au loyer convenu, finalement assez vite parce que ça fait moins d'1 mois qu'on était propriétaire. Surtout, c'est des signes. Là, en ce moment, on a l'impression de un peu les enchaîner au niveau des galères et du coup, l'univers nous tend quand même des signes et on les accepte avec grand plaisir. Ça nous a un peu soulagé. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a toujours autant de galères, mais on commence à remplacer les grosses galères par des plus petites. On se dit quand même que c'est le début de la fin parce que là, par exemple, on est rentré, on a eu 2 galères de plus, mais bon. C'est des petits trucs quand vous avez beaucoup de l'eau, on a un grand locataire qui va s'en aller, mais bon, on savait depuis le début que ça allait être compliqué. En plus, on a un permis de louer qui s'est installé dans une ville où en fait on n'a pas les DPE à jour sur la bâtisse, du coup on va devoir les refaire. Enfin bref, oui, c'est des galères d'investisseurs immobiliers classiques, c'est pas des grosses galères, c'est juste des trucs chiants. Et voilà. On va peut-être attaquer l'épisode. On se dit qu'on avait décidé pour la rentrée de pas faire une intro trop. Non, mais finesse, il me laisse pas parler depuis tout à l'heure. Petite news aussi, c'est que du coup, nous on s'est mariés. Ah oui, tu vois, j'avais oublié. C'était hier, super. Je vais me faire tuer, mais voilà, ça fait la blague, tu sais. On s'est mariés civilement et du coup, ça fait aussi un petit peu partie des trucs qui arrivent les prochains mois, c'est qu'on se marie en décembre, religieusement. Où là, du coup, on est à fond. Et avec tous nos amis, etc. Et là, on a fait le mariage devant la République hier matin. De France. juste avec nos témoins.
Et c'était bien, on a mangé un resto. Et, le maire du village. Et surtout, on débloque un P2E. Parce que du coup, ça fait partie des trucs qui sont éligibles au P2E et ce qui tombe plutôt bien. On en reparlera, tu vois, l'épisode. Alors, pas l'épisode du coup de la semaine prochaine parce que on aura un invité. Mais je pense dans 15 jours, je vous reparlerai de mon P2E et parce que j'attends que ce soit fait. Tu vois, là, j'ai envoyé les documents, ça sera traité dans la semaine. Mais du coup, je vous reparlerai de ce fameux P2E dans 15 jours, ça sera sympa. Et juste pour terminer l'anecdote sur le mariage, le maire du village qui nous a mariés. C'est la première fois qu'on le voyait, le maire. Ouais, on l'a alors très sympathique. C'est un petit village, hein, pourtant. Alors, petit village pas si petit, genre, c'est 5000 habitants, je pense. Oui, bon, c'est pas, voilà, on est en métropole de Montpellier, c'est pas le maire de Montpellier, quoi. Ouais. Il était très sympathique et, il a fait de l'humour un peu. Il a fait de l'humour, ouais, il nous a dit qu'il fallait mettre des énormes gifles à ses gosses pour éviter qu'ils lui détruisent son portail municipal pour son stade d'athlétisme ou je sais plus quoi. Il s'est fait casser des vitres ou je sais pas quoi, il a dit voilà, il faut cadrer et je sais pas, il a mimé une claque et on était là. Même son adjointe, elle était là. Enfin bref, il était bien drôle, on a passé un bon moment et voilà. Et du coup, c'est vrai qu'officiellement, on avait parlé déjà de mariage, d'investir en couple dans ce podcast. Et du coup, on est heureux de vous dire que voilà, on s'est mariés, même si pour nous c'est plutôt en décembre. Ouais, ce sera plutôt en décembre la vraie date, mais voilà, devant on va dire d'un point de vue administratif, c'est fait. Voilà. L'épisode du jour. Important, je sais pas, mais en fait, on aimerait un peu vous parler du coup, parce qu'en fait, ça nous concerne aussi. On est en train d'acquérir un bien et un des derniers projets de l'année, de cette longue année 2024. Donc, le temps joue un petit peu contre nous parce qu'on est retardé à cause de problèmes dont on vous a déjà parlé, genre Enedis, tout ça. Mais on aimerait quand même vous donner quelques conseils sur, si vous voulez acheter un truc en 3 mois, c'est faisable. C'est ça, c'est-à-dire que tu vois, on va reprendre un peu, on va inverser la psychologie, parce que moi, par exemple, dans mon métier de banquier d'affaires, à chaque fois qu'on a une rentrée, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'en gros, ils nous font des grandes réunions en nous disant c'est maintenant que vous faites votre année, c'est maintenant qu'on réussit à faire une bonne année, il nous reste 4 mois, c'est les 4 mois les plus productifs de l'année, faut y aller, faites ci, faites ça, etc. Et ils mettent une certaine pression pour que les équipes arrivent à leurs résultats. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de le récupérer pour soi-même, pour se faire des vrais objectifs qui vont vraiment vous faire avancer dans la vie plutôt que d'améliorer les chiffres de votre boîte, enfin de la boîte dans laquelle vous travaillez. Et du coup, typiquement, de faire un investissement locatif avant le 31/12. Parce que honnêtement, on vous l'a déjà dit, l'immobilier c'est lent, hein, nous on a plein d'opérations qui ont duré 6 mois, mais pour le coup, dans on va dire un calendrier normal où vous bougez vraiment, aujourd'hui, si vous commencez maintenant, vous pouvez être propriétaire avant le 31/12. Alors nous on a déjà signé notre offre, le compromis même. On a signé le compromis mi-août. Ce qui se passe, mais oui, on a signé le compromis déjà de ce bien-là. Peut-être première question, je pense, qui peut se poser un petit peu naturellement, c'est sur quel type de bien est-ce qu'on table et sur quel budget? Est-ce que on fait financer à 110? Est-ce qu'on met de l'apport? Tu vois, ce genre de... Ouais. Bah ça déjà c'est effectivement définir votre projet. Tu vois, dans fixer l'objectif, je pense que honnêtement, là si vous voulez vous bouger là-dessus, après on a déjà parlé plein de fois d'investissement, de bourse, de crypto, etc. dans ce podcast. Là honnêtement sur 4 mois, forcément vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein, vous pouvez pas faire que de l'immobilier, mais dans cet épisode, typiquement, je trouve que c'est bien de se mettre une deadline par rapport à un investissement immobilier. Effectivement, comme tu le dis, première étape, c'est se fixer, on va dire, ce que vous cherchez. Bah oui, parce que si tu cherches et que tu sais pas ce que tu cherches, tu vas chercher c'est un pas petit bon. moment. Donc, tout à fait. Donc déjà budget. Après, ça pareil, on en avait parlé dans d'autres épisodes, mais partez sur un studio ou sur un T2, sur un petit appartement, commencez pas à vous lancer dans des trucs. Je conseille des amis en ce moment qui veulent investir et des fois ils m'envoient des biens à 300 000 € avec 6 appartements et je suis là en mode franchement pour un premier investissement c'est gros, tu vois. C'est toujours ce que je dis, hein. Gros investissement, gros problème, petits investissements, petits problèmes. On vous en a déjà parlé, en plus on a un couple d'amis qui est très proche de nous. Un autre couple. On a plusieurs couples d'amis qui investissent. Un autre couple qui a commencé très gros et en fait là je pense que ça doit faire... Ils sont au deuxième dégât des autres suites, ils ont toujours pas loué. Ouais, ils ont pas loué, ça doit faire... ils sont propriétaires depuis fin décembre 2023 et ou début janvier, je sais plus, mais en fait c'est galère sur galère et on sent bien qu'ils sont dépassés parce qu'en fait c'est trop gros. Le projet est bien sur le principe, même si nous on n'aurait pas tout à fait pareil, mais en fait c'est trop gros, un peu manque d'expérience, un peu dépassé aussi par les événements, je pense.
Ils ont du mal, donc commencez petit, même si ça va être plus long. Au final, nous on l'a vu, c'est exponentiel. Plus vous augmentez au fur et à mesure, plus vous savez gérer. Complètement. Plus c'est gros. Complètement sûr, parce que pour revenir par exemple sur les petites galères qu'ils ont eues, ils ont une galère de dégâts des eaux. Ça typiquement, c'est le genre de truc où en fait quand vous avez un peu de bouteille dans l'investissement, que c'est pas votre premier, etc. En fait c'est pas vous en foutez, c'est toujours chiant à gérer, mais je veux dire en fait vous savez quoi faire, vous appelez l'assurance, vous savez qu'il va falloir aller sur place, nanani, nanana. Enfin bon bref, vous avez le fil conducteur classique et c'est vrai que eux, comme c'est un peu leur premier gros projet, tout de suite ça leur met un peu genre un gros coup au moral en mode putain. Enfin je comprends en fait, ça fait un vrai coup dur alors que un dégât des eaux, c'est pas si grave, mais tout de suite, quand ça touche un projet qui est gros, ça peut vite vous mettre dans des états de stress assez importants et vous, entre guillemets, vous faire perdre un petit peu d'argent parce que forcément, ça va décaler dans le temps leur première mise en location. La bonne nouvelle, c'est qu'ils étaient larges sur le budget, donc au moins. Oui. Non, mais ça, c'est pour ça que je me suis permis de faire une petite blague dessus parce que c'est vraiment pas grave et ça remet pas en question leur projet, mais c'est sûr que ça les travaille un petit peu et en fait, c'est normal. Donc moi, je dirais déjà, en fait, de placer la fourchette déjà sur ce qu'on cherche. Tu l'as dit, du coup, un plutôt petit. Sans travaux, je pense, c'est vraiment plus simple quand c'est sans travaux. Oui, ou alors travaux de rafraîchissement, parce qu'il y a travaux et travaux. Il y a les travaux où vous récupérez une ruine, où genre vous allez tout refaire, toiture compris, il y a parfois des trous à faire dans les murs porteurs, enfin bref, il y a des gros travaux. Tu te rappelles, un des premiers qu'on a acheté, on a passé 3 ou 4 jours de nos congés c'était la seule semaine qu'on avait, en plus on était... je me souviens, c'était en 2019 à l'époque. On était encore étudiants et on a passé nos vacances alors je me rappelle plus, c'était quoi, C'est vacances d'hiver, c'était au mois de février, fin février. On a passé nos vacances à peindre et à poser des lattes de PVC. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a des très gros travaux qu'il faut éviter quand vous êtes débutant, à moins de vraiment être avancé dans le bâtiment, mais bon là, ça nous paraissait d'être une montagne, déjà. Ouais, déjà à l'époque, nous, ça nous paraissait d'être une montagne, alors qu'on faisait juste un rafraîchissement, du coup, des petits travaux, genre en mode s'il faut refaire de la peinture, poser un sol, ça, c'est pas des trucs compliqués. Tout de suite, quand il faut refaire les legs, changer une salle de bain, on est déjà sur des travaux plus importants. Partez sur un petit truc pareil au niveau du prix, 100 000 euros. 100 000, ouais. Max. Et honnêtement, dans quasiment toutes les villes de France, vous trouvez des petits studios à 100 000 balles. Après, si c'est Lyon, Paris, Bordeaux, si Montpellier, t'as des petits studios à moins de 100 000 balles. Je suis en train de travailler le truc avec un autre ami, donc non, il y a de quoi trouver dans cette fourchette-là de prix, y compris dans une ville comme Montpellier. C'est plutôt Lyon, Paris, impossible. Mais dans ces cas-là, de toute façon, si vous habitez ces villes-là, il n'y a pas le choix, il faut s'éloigner. Idéalement louer, pas louer. Pas louer. Ouais. Moi aussi, je dirais pas louer parce que c'est une marge pour pouvoir tester le marché, etc. Et surtout mettre un loyer rentable par rapport à votre prix et dégager un cash flow, enfin par rapport au prix déjà et aussi par rapport à votre cash flow quand vous aurez les mensualités de votre prix. Donc fiscalité, est-ce qu'on part déjà avec une idée ou pas? Ouais, typiquement, un premier investissement en meublé. On part sur une petite surface, un studio, un T2, vous le faites en meublé, vous serez en LMNP, fiscalité optimisée, là encore, vous renvoie vers l'épisode dédié sur la fiscalité de ce régime. Pas besoin tout de suite de commencer à créer des sociétés ou pas, vous pouvez, mais bon, c'est se mettre en... Voilà. Vous êtes à l'aise, allez-y. Hein, et puis, faut pas oublier que... on veut investir avant le 31-12, et que le greffe, ça prend du temps, donc si maintenant vous voulez investir et passer par une SCI, forcément vous allez perdre quelques semaines de plus. Sachant que nous on a l'avantage, c'est que ça va vite vu qu'on on a plein de ressources au niveau des statuts. Puis moi j'ai l'habitude d'immatriculer des trucs, mais en fait j'ai bien vu quand en fait on débarque un peu là-dedans. Déjà il peut y avoir des erreurs dans les statuts déposés et vous allez voir que le greffe c'est insupportable. Ils ont 15 milliards de questions. Il suffit que vous vouliez la mettre chez vous. Oh là là, faut remplir des attestations, des trucs. En fait on peut vite perdre de 2-3 semaines. Attestation à soi-même. Ouais, on peut vite perdre 2-3 semaines facile avec une société, donc voilà. Un LMNP, moi aussi, je trouve que c'est bien, même si le désavantage, du coup, c'est qu'il va falloir payer les meubles. Mais ça peut être prévu dans le prix, je pense. Oui. Après, encore une fois, on parle de meubler un studio. Oui, c'est un budget raisonnable en termes de meubles, c'est pas non plus... on n'est pas en train de meubler une maison de 150 mètres carrés, quoi. Après, du coup, maintenant qu'on sait ce qu'on cherche, je pense que faudrait se mettre sur les sites. Tu recommandes quoi comme site pour chercher des biens? Le Bon Coin. Pas plus? Classique. Les autres, j'ai un peu de mal aussi. En vrai, je trouve. En vrai, on peut chercher sur les autres, mais j'ai rarement trouvé des biens intéressants sur d'autres sites qui n'étaient pas sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, vous allez réellement avoir, sans exagérer, 80-85% des annonces.
C'est-à-dire que vous n'allez pas sur le Bon Coin, vous perdez 15% des annonces. Mais c'est pas les 15 meilleurs, vous perdez juste 15% des annonces moyennes, en fait. Donc, en réalité, c'est vraiment si genre vous avez tout épluché sur le Bon Coin, vous pouvez commencer à aller sur les autres sites. Si c'est pas le cas, rester sur le Bon Coin sera beaucoup plus simple. Et là, moi, je vous conseillerais d'en repérer vraiment, d'en repérer plein et essayer de les éplucher. Et vraiment, on en garde 4-5 et hop, en une semaine, on essaye d'enchaîner les visites. Ouais, déjà d'appeler, de demander les renseignements à l'agent et si possible d'aller les visiter. Donc un studio. Pouvoir faire des visites virtuelles, par exemple pour celui qui a la distance, etc. Maintenant, vous avez pas mal d'agences immobilières qui le font. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, je vais aller visiter un studio, il est à 2 heures de route, etc. En vrai, maintenant, vous avez pas mal d'agents immobiliers qui peuvent vous faire une visite en visio. Et auquel cas, si ça remplit ce que vous cherchez et que le bien est intéressant, ça justifie le fait que vous vous déplaciez. Ouais, et pareil, du coup, un studio, en soi, il y a peu de risques. Je veux dire, il y a pas de toiture. Là où il faut peut-être faire attention, je pense, c'est les charges de copro. C'est des questions à poser à l'agent IMO ou au propriétaire. Et la taxe foncière, mais en soi, après, il y a vraiment, il y a pas de surprise. Regardez juste la menuiserie, dans quel état elle est. Voilà, après, il y a pas... Ouais, t'as raison. Gros warning sur les charges de copropriété parce que on a parfois trouvé des... Ouais, mais j'ai repéré, justement sur le Bon Coin, j'ai repéré parfois des studios qui avaient l'air rentables sur le papier ou qui étaient pas loin d'être rentables. Il suffisait de faire une petite négo sur le prix pour qu'on soit bon. Et en fait, ce qui cassait toute la renta, c'était les charges de copro. Et des fois, sur un studio, on peut être à genre 200, 220 € par mois de charges de copro. Donc, en fait, c'est complètement disproportionné parce qu'en réalité, dans la ville en question, le studio, allez au mieux, va se louer 500, 550. Si vous avez 200 € qui partent dans les charges de copro, en fait, il vous en reste 350, quoi. Oui, puis ici, on fait de l'investissement de rendement, en fait, au bout d'un moment. Bah oui, c'est au bout d'un moment, si on veut son 10%, c'est-à-dire que vous devez le payer 35 000 € le studio, à mon avis, vous l'aurez pas 35 000 €, quoi. Mais en soi, c'est des questions plutôt simples. Enfin, je veux dire, il y a pas de grosse surprise. Vous le verrez rapidement si l'élec est pas aux normes, si la menuiserie est pas bonne, si les murs sont pas propres. Alors, normalement, il n'y a pas trop de surprises. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On se dépêche de négocier après, une fois qu'on en a trouvé un, on tente une petite négo quand même ou pas? Ça va dépendre du bien. Genre, on peut pas dire, on peut pas fixer à l'avance le montant qu'on va négocier. Ça dépend du bien. Moi, je pense que par principe, faut le négocier à chaque fois, un petit peu. En vrai, si tu trouves des fois ce qu'on appelle un coup de fusil, il y a parfois pas de négo qui est possible ou il faut savoir saisir l'opportunité. La question va être assez simple. C'est est-ce que vous avez vos 10%? Non. Si vous avez pas vos 10%, combien vous devez négocier sur le prix pour y être? Dans ce cas, vous engagez une négociation un petit peu en dessous qui vous permet de remonter un peu. Après, c'est pareil, hein, nous, on dit toujours de au moins investir à 10% de rendement. Si vous êtes à 9,5, ça vaut le coup aussi, quoi. C'est ok, ouais. C'est juste éviter, n'investissez pas dans un truc, vous allez être à 5% de rendement. La dernière fois, j'écoutais encore un podcast avec un investisseur qui avait investi dans un studio sur Paris. Il expliquait qu'une fois les différentes charges afférentes à son investissement étaient retirées, il était à 2% de rendement sur son studio. Je me dis, ça sert à rien, sincèrement, d'avoir un studio à 2% de rendement. Même avec l'effet de levier du crédit, etc., vous gagnez quasiment rien, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Proposition, si elle est acceptée, youpi. Youpi. On commence à préparer son dossier son dossier bancaire qu'on ira déposer seulement quand on aura signé le compromis. En général, quand vous avez l'offre acceptée, ça va mettre ouais, le temps que les notaires se mettent en rapport. Là, encore une fois, c'est un conseil qu'on a déjà donné plusieurs fois dans ce podcast. Prenez votre propre notaire, toujours. Quelqu'un nous a encore fait la réflexion la dernière fois, je me rappelais plus. Ah oui, on a visité une maison, juste pour se donner un peu des idées. Et la dame, l'agent immobilier nous disait, ouais, bon, il y a des gens quand même, ils prennent chaque fois leur notaire. Elle râlait un peu par rapport. Ouais. Même nous, on était là, c'est tout à fait nous. Ouais, c'est ça, c'était tout à fait nous. Après, là, on était allé un petit peu en sous-marin. Je sais plus, non, je crois qu'on n'a pas parlé dans aucun podcast. On a été visiter une maison parce qu'on commence à chercher des maisons et bon, c'était pas pour un projet immédiat, mais c'était pour déjà se donner une idée un peu des prix du marché, etc. Et forcément, on s'est mis un petit peu dans la peau du jeune couple qui cherche une maison pour s'établir. On n'a pas sorti la carte investisseur immobilier et du coup, il était là presque en train de nous expliquer pas à pas comment on achète un bien. T'es là, oui, enfin bon, bref, on connaît un petit peu de manière humble, tu vois. Ouais. Et elle nous a dit oui, il y a des gens qui prennent chacun leur notaire, etc. Et nous, on avait presque envie de lui dire, bah écoutez, en fait, on a fait genre 12 opérations et à chaque fois on a pris notre notaire. Clairement. Et bref. Du coup, n'écoutez personne. Écoutez-nous plutôt et prenez votre notaire. S'il se partage les honoraires, c'est pas votre problème, c'est le leur. Au moins, vous avez un conseil. Et voilà. Et comme tu dis, après, une fois le compromis signé, il va falloir démarcher les banques. Et oui. Ça, c'est vrai que ça peut moi, je trouve que c'est le plus tendu, du coup, parce que, déjà, il faut contacter sa banque à soi, tu sais, c'est là où t'as déjà... Sa banque principale, tout à fait. Sa banque principale.
Moi, ce que je conseille, c'est déjà en fait de faire un beau mail explicatif du projet, de mettre des photos, de dire comment est-ce qu'on compte le financer, enfin vraiment de faire le commercial et de rassurer le banquier. Généralement, ils vont. Alors nous, le nôtre, il est à distance, mais si vous pouvez avoir un rendez-vous physique, je pense que c'est mieux. Enfin, je trouve que c'est mieux quand on se voit de visu, les gens sont plus à l'aise. S'il a des questions, c'est plus facile de vous répondre. Ne passez pas par un courtier. Il y a encore un pote qui a fait l'expérience d'un courtier il y a pas si longtemps. Et en fait, elle avait pas compris que c'était de l'investissement locatif. Et pourtant, il a acheté un immeuble de 4 appartements à genre 1 heure de chez lui, quoi. Elle a pas compris, et du coup, forcément, elle arrivait pas à avoir des prêts. Au final, il a mis énormément d'apports, alors que je pense que ça aurait pu être mieux. Mais vu que, en fait, elle s'en fichait, elle fait que des prêts de RP, tu sais. Oui, mais en fait, les courtiers, ils veulent pas perdre de temps. Voilà, elle a essayé de le faire comme ça, mais en fait, du coup, il l'a payé, mais il aurait mieux fait d'y aller lui, en fait, de défendre son projet, et peut-être que les banques auraient été un peu plus souples que ça. Complètement. Surtout que là, je fais une petite parenthèse sur la full délégation dans l'immobilier. En théorie, c'est vrai que vous avez des services qui sont possibles à toutes les étapes de votre bien. C'est-à-dire que par exemple, on parlait juste avant de la recherche immobilière, vous pouvez aussi envisager passer par un chasseur immobilier pour trouver votre bien. C'est quelque chose qui est possible. Forcément, vous allez avoir des honoraires du chasseur immobilier, même si, entre guillemets, lui va peut-être vous apporter une négociation possible sur le bien, donc ça peut se payer. Mais si derrière, en plus, vous prenez un courtier qu'il va falloir payer pour trouver votre prêt, derrière vous allez prendre peut-être un maître d'œuvre, un décorateur d'intérieur pour faire la déco pour vous de l'appartement, derrière vous allez payer un gestionnaire locatif. En fait, c'est possible de faire de la délégation à quasiment 100% sur votre projet. Finalement, vous vous déplaceriez peut-être que pour signer chez le notaire. Simplement, c'est difficile de faire du 10-12% de renta en payant autant d'intermédiaires. Ça, par contre, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'immobilier, on se crée aussi sa rentabilité, son rendement en faisant les choses par soi-même. Et c'est vrai que typiquement, pour moi, une des cartes que doit savoir faire l'investisseur immobilier, c'est d'être capable d'aller voir sa banque et de négocier son prêt lui-même. Ouais, sachant que on a tous des cartes. On l'avait déjà expliqué, mais on part tous avec des cartes. Et par exemple, quand vous avez déjà un métier où vous êtes en contact avec de la clientèle, etc., c'est pas beaucoup plus dur en fait d'aller vendre son projet. Tu vois, faut un peu sortir de sa zone de confort, mais c'est pas si difficile. Par exemple, moi je suis comptable, effectivement, l'électricité je sais pas faire, je vais la déléguer à chaque fois parce que c'est pas mon métier. Mais quand même, dans la négociation d'un bien immo et l'acquisition, il y a moyen de faire des choses accessibles à son niveau. Voilà, si vous êtes déjà à l'aise avec de la clientèle, honnêtement, c'est pas beaucoup plus dur que ce que vous faites dans votre métier. Juste, il faut être convaincu de son projet et convaincre en face. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un PowerPoint qui est prêt. Alors, quand vous débutez, vous l'aurez peut-être pas de suite, mais en fait, je vous conseille de le mettre à jour au fur et à mesure, de mettre à jour votre patrimoine, montrer le PowerPoint, montrer le projet, et ça, les banques, elles aiment généralement. Chaque fois que tu... Oui, ça franchement, elles adorent parce qu'en fait, vous leur marchez le travail. C'est-à-dire que le banquier, in fine, va devoir remplir un espèce de dossier sur un outil dédié pour sa propre hiérarchie. Donc en fait, quand vous faites le travail pour lui, de lui faire un PowerPoint où il va retrouver tous les chiffres clés de votre situation personnelle, que ce soit vos revenus, vos charges, est-ce que vous avez du patrimoine immobilier, du patrimoine financier, en fait, vraiment, vous lui mâchez le travail et vous l'encouragez à défendre fortement votre dossier parce qu'entre guillemets, pour lui, c'est facile. Et là, c'est le banquier qui parle, c'est-à-dire que les fois où j'ai fait par exemple des dossiers qui étaient super compliqués avec des clients qui me donnaient pas les infos, en fait, juste on n'a pas envie de le faire parce qu'on perd son temps. Clairement. J'en profite pour faire une rapide parenthèse parce que là, du coup, on parle de faire son financement, c'est sans doute l'étape dans l'acquisition d'un bien avant le 31 août qui va prendre le plus de temps. Parce que là, si on est honnête sur la recherche d'un bien immobilier, vous écouterez cet épisode probablement la semaine du 9 septembre. On arrive rapidement au 15. Vous pouvez visiter et faire une offre sur un bien avant le 30 septembre. Ça, c'est pas un souci. Je pense que vous signez votre compromis facilement avant le 15 octobre. Là où ça va mettre du temps, c'est la banque. Ça peut mettre un mois. C'est-à-dire vous pouvez quasiment signer l'acte d'acquisition de la deuxième quinzaine de novembre. Ça peut prendre 2 mois et vous arrivez au 15 décembre. Ça peut prendre 4 mois et là, vous êtes en février. C'est ça. Le plus gros prêt qu'on a fait, honnêtement, en un mois, c'était plié.
Oui. Mais le dernier, on a fait, je sais pas combien déjà de prix de ce montant-là. Ça a pris. Oui, on l'avait expliqué dans un autre épisode. Celui-là, il a été vraiment compliqué. Et d'ailleurs, parce que du coup, dans cet épisode, on vous parlait de notre rentrée et de nous, ce bien-là, on l'a trouvé cet été. Alors, on l'a pas vraiment cherché, on nous l'a amené par notre réseau dans l'immobilier. Après, c'est ça, on vous l'a toujours dit, c'est qu'au bout d'un moment, dans l'immo, finalement, c'est les biens qui commencent à venir à vous. On l'a visité, on a fait une offre. On a signé le compromis assez tôt, même si on aurait voulu le signer plus tard parce qu'on voulait bloquer le bien. On voulait bloquer le bien et surtout on a un vendeur qui est d'une certaine tranche d'âge, on ne saura pas laquelle. Vous devinerez dans quelle génération il est. C'est ça, qui est très pressé de vendre, sachant que fiscalement on se demande pourquoi, mais bon soit. Et bon, le pauvre, je pense qu'il est pas prêt parce que nous, à mon avis, le prix on va un petit peu galérer. Mais en soi, du coup, ça s'est enchaîné en moins d'un mois. On avait tout. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'au 15 août, on avait déjà signé le compromis. Simplement, nous, on n'a pas encore été voir la banque. Donc, en fait, entre guillemets, sur le planning rentrée, on a de l'avance, on a déjà le bien. Parce que ça nous arrange de pas l'avoir maintenant, mais en théorie, ça devrait être bon. Oui, c'est ça, exactement. Et par contre, nous, on a attendu pour aller voir la banque parce qu'en fait, il faut que nos derniers projets se dégoupillent et soient un tout petit peu plus avancés. Enfin, typiquement, notre gros projet avec les 9 appartes, en fait, il faut qu'il soit loué pour qu'on puisse aller voir la banque. Donc, en fait, on va mettre de la pression à tout le monde pour que ça se termine. Et dès que c'est fait, on dépose le dossier complet avec la banque en disant voilà, vous nous avez accompagné parce que c'est chez la même banque qu'on va demander en premier le financement. Donc on va dire voilà, vous nous aviez accompagné sur ce projet-là il y a à peu près un an. Le projet est arrivé à son terme, tous les logements sont loués tels qu'on vous l'avait amené dans le dossier, etc. Il y a des sous sur les comptes. Il y a des sous sur les comptes, tout à fait. Faites-nous confiance sur ce nouveau projet. C'est en gros l'état d'esprit et la manière dont on va amener les choses au banquier. Et est-ce qu'on attend un refus de sa part avant d'en chercher une autre ou pas? Alors, c'est toujours pareil. Moi, j'ai envie de dire oui, parce que il y a toujours une question de temps. On n'aime pas perdre du temps, perdre de l'énergie. Ça fait aller voir plusieurs banques, ça vous fait plusieurs interlocuteurs. L'expérience récente me dit que dans une période comme celle actuellement où c'est plus compliqué d'avoir des financements, je pense qu'on peut tout de suite aller voir une autre banque, surtout si vous êtes primo-investisseur. Alors attention, c'est toujours pareil, si vous gagnez genre 3500 balles par mois, que vous voulez faire un prêt à 100 000 balles, que vous n'avez pas d'autres prêts, il n'y a aucune raison que la première banque vous refuse. Là vraiment, si vous êtes gagné 3500 balles par mois en CDI, vous voulez faire un petit investissement sur un bien à 100 000 balles, vous avez aucun prêt conso, d'autres prêts RP, etc. Il y a vraiment, la banque, elle va vous découvrir le tapis rouge. Maintenant, vous êtes dans une situation un peu plus compliquée, vous avez déjà des investissements, il vous reste un prêt conso, étudiant, peu importe, vous gagnez peut-être que 1700, 1800 euros par mois. Là, vous êtes typiquement dans un cas où c'est peut-être un peu plus compliqué et auquel cas je vous dis perdez pas de temps, même si ça va vous demander un peu d'énergie, allez voir tout de suite 2-3 banques. Genre votre banque principale, vous avez peut-être une banque secondaire ou la banque de vos parents, la banque d'un ami. À votre entourage aussi, s'ils ont des bonnes relations avec leur banquier, si voilà, qui a été financé quoi. On vous l'a déjà dit, le réseau c'est important. Faites partie des cercles investisseurs de votre ville. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous recommander un conseiller. Et vraiment, une fois qu'on a le bon conseiller, généralement ça se dégoupille quand même plus facilement que le mec qui fait que des prêts RP, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une recommandation, là aussi la banque, elle s'applique un peu plus parce qu'en fait, si vous voulez, les banques, elles demandent en tout le temps des recommandations pour avoir des nouveaux clients. Donc quand vous êtes recommandé, ça vous donne toujours un peu plus d'appui parce que vous rentrez un peu dans le circuit privilégié de la banque. Et les comptes bancaires sont comment, perso, sur cette période-là? Il faut qu'il soit bon. On l'a déjà dit plein de fois. Ça, on l'a déjà dit, mais quand vous allez voir le banquier. Faites en sorte d'être dans le vert tout le temps, montrez que vous avez de l'épargne, enfin vraiment, mettez toutes les chances de votre côté. Oui, faut absolument que vous ayez des comptes clean. Et tout rentre, hein. Nous, on met en avant le P2E à chaque fois, Ouais, votre épargne. On a même parlé des crypto-monnaies, je crois, pour le dernier. J'ai même donné. Il a sorti la carte ultime, il a dit, mais j'ai tant en crypto-monnaie. En crypto-monnaie, je me suis démerdé pour lui sortir un relevé du portefeuille, et ça a aidé à faire passer le dossier. Alors là, vraiment, j'y croyais pas parce que je sais, enfin, en tout cas, moi, dans la banque où je suis, ils sont très, 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 très frileux sur les cryptos. Et, pour moi, c'est pas un argument forcément hyper bon parce qu'en réalité, des fois, la banque elle va vous voir comme un giga spéculateur dangereux, ce qui est pas vrai, mais ce qui est parfois pas complètement faux non plus. Oui, clairement. Et du coup, des fois, c'est une carte que je conseille de vraiment garder en dernier recours. Mais en fait, quand là, on était face à un quasi refus, j'étais là, je tente le tout pour le tout. J'ai tant en crypto, on m'a dit.
Ah ben c'est bon, dossier accepté. J'étais là, ok. Et préparez aussi vos arguments de négociation parce que encore une fois, tout est une question de négociation avec la banque. C'est-à-dire plus vous allez pouvoir déplacer les assurances, déplacer votre épargne, rediriger vos salaires. Tout ça, c'est des arguments qui rentrent en compte et il faut juste comprendre quels sont les objectifs de votre conseiller. Je sais pas, moi, il a un placement à faire. Faites pas des assurances, s'il vous plaît, mais ouvrir un PEA, par exemple, c'est une bonne idée et lui, ça rentre dans ses chiffres. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. On vous reconseille d'écouter l'épisode sur monter un dossier bancaire. Je crois que c'était ça le nom. Avoir son prêt à tous les coups. Voilà, en plus, il est en 2 parties tellement il était long. Je crois qu'il y a 2h30 de conseils là-dessus. Voilà. Réfléchissez-y un petit peu avant quand même et préparez la chose sérieusement. Envoyez tous les documents d'un coup où il manque rien. Nous, on fait des dossiers très organisés, c'est-à-dire 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Ouais, vous on lui met une annexe, enfin tout est numéroté, vraiment on lui mâche le travail, quoi. C'est-à-dire que même le conseiller bancaire le plus nul doit s'y retrouver, quoi. Ou même un débutant doit s'y retrouver très facilement. Voilà. Là ensuite, en termes de calendrier, normalement si on arrive vers fin novembre. Ouais, enfin s'il dépose on va dire la demande de prêt pour le 15 octobre, on va dire il faut au moins un mois, voire 2 mois. On va dire que normalement vous avez vos offres fin novembre, début décembre au mieux, et ça vous permet de signer avant le 31/12. C'est ça. Après attention, sur un investissement tout est pas fini, il faut encore faire peut-être les travaux, la mise en location. Ça potentiellement avant le 31/12, ça me semble très compliqué. Mais vous serez propriétaire de votre bien immobilier avant le 31/12. Et d'ailleurs, on peut renchaîner sur une OP. Faut quand même d'abord la mettre en location. Quoi, t'auras déposé 2 dossiers chez 2 banques différentes? Non, moi je fais pas ça, mais non, mais par exemple. Je pensais que t'incitais nos auditeurs à faire des petites cachotteries leur banquier. Non, par contre, je commencerai à regarder pour le prochain, si la trésor le permet. Ah oui, non mais ça pendant que tu fais les travaux, la mise en location. Calmement, tu vois, parce qu'on n'est pas là non plus pour se mettre en burn-out, un peu plus calmement, mais je commencerai déjà à me faire une idée du prochain truc que je veux acheter et à mettre les alertes sur les annonces. Ouais, je suis assez d'accord. Parce qu'en vrai, ça reprend 4 mois, donc en fait, le temps que vous vous mettez en location, etc., vous avez largement le temps de trouver autre chose et de négocier le prix et de signer compromis et tu vois, on est reparti rebelote. Tout à fait, surtout qu'en plus, ce qui nous a un peu inspiré cet épisode, c'est qu'on accompagne un ami de A à Z sur la réussite d'une opération avant le 31/12. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, justement, là, sur le début du mois de septembre, on est sur les visites. Et potentiellement, on sera sur une offre acceptée au moins d'ici fin septembre pour signer un compromis dans la foulée. Ouais, parce qu'il est ultra motivé et franchement, j'ai l'impression qu'il t'envoie des trucs toute la journée là pour que tu regardes. Il m'envoie 20 offres par jour. Okay, j'ai mon application Le Bon Coin, elle est saturée parce que du coup, je les ouvre et vous savez, à chaque fois, ça vous ouvre un onglet après un autre et après à un moment donné, quand j'essaie de revoir les annonces en location qu'on a, je suis en train de tout fermer. Donc voilà, non, franchement, c'est réalisable. Je pense qu'il faut le faire. Nous, du coup, pour vous résumer notre rentrée, c'est un peu ça, c'est réattaquer sur la résolution des problèmes qu'on a depuis le début de l'été, qu'on n'a pas réussi à régler. On vous fera probablement un point, mais bon, on veut vous faire un point quand ça avance, on veut pas vous faire un point juste pour vous dire qu'en fait, on est saoulé parce que ça avance pas. Content. Ouais, là, on est juste saoulé, mais bon, ça avance. Donc fin des projets qui étaient en cours et sur lesquels on a des complications. Réussite du coup de notre projet d'investissement. Tu veux qu'on en parle un petit peu? J'ai peut-être l'occasion d'en parler un peu aux auditeurs du dernier projet d'investissement qu'on fait. Si rien d'exceptionnel, on refait du local commercial, enfin même du local de bureau, parce que en fait on aime bien ça, que c'est simple, que ça va vite, que les taux de rendement sont élevés. En plus là on a une très belle opportunité sur un bien qui est bien placé. Je crois que ça on avait déjà dit qu'il est placé à côté d'un McDo en construction. Donc on sait Est-ce qu'on peut parler peut-être de la renta, parce qu'au final on fait des projets un peu plus rentables que ça. Mais pour l'argent qu'on va y mettre dedans... Ah non, il est rentable quand même. Ah oui, il est rentable, mais je veux dire, on n'est pas sur du 15% non plus, tu vois. Ah, on est sur un 13. On est sur un 13. Tout frais compris. Hein. Tout frais compris, ouais, sans bouger. Tout frais compris, on est sur un 13. Et honnêtement, c'est toujours pareil, on est sur un 13 sur quelque chose qui est simple. Là, pareil, en termes... je vous dis que c'est du local commercial bureau, parce qu'en fait, les deux sont possibles. On aurait pu découper en mode on fait du bureau individuel comme on fait déjà sur d'autres lots. C'était totalement réalisable. On a fait le choix et en plus ça aurait augmenté un petit peu la renta du coup, mais on a fait le choix plutôt de tout louer en une fois parce qu'en fait un cabinet comptable typiquement ça peut s'installer là.
Oui, voilà. En fait, ça fait 300 mètres carrés, donc en fait, on aurait pu tout redécouper, faire des bureaux individuels d'une quinzaine de mètres carrés. En fait, on aurait augmenté notre renta, mais ça nous aurait fait plus de temps en gestion. Et là, vraiment, on arrive à un point où, comme je vous dis, on est à 45 lots. On a plus envie de faire de la gestion. C'est ça, avec celui-là qui compte, celui-là en réalité, il compte facilement pour 4-5 lots à lui tout seul. En réalité, avoir un preneur, ça sera beaucoup mieux parce qu'on arrive à un niveau où, bah, forcément, ce qui est un petit peu normal, c'est qu'en fait, toutes les semaines, on a des problèmes et que du coup, on commence à être à la recherche de régler le maximum de problèmes et typiquement avoir un seul preneur qui va gérer tout un tas de questions parce que si on fait du bureau individuel, on doit gérer le ménage, on doit gérer l'entrée, la sortie. L'entrée, la sortie, ça fait beaucoup plus d'état des lieux parce que là, 300 mètres carrés de bureau, on aurait pu faire facilement entre 10 et 20 bureaux. Ouais, il y a de la surface quand même. Alors 20 bureaux peut-être pas, ouais, les 10-15 bureaux on aurait pu et le souci c'est que ça fait 10-15 preneurs à trouver, ça fait le temps de faire les séparations, les visites, etc. Il faut qu'ils s'entendent bien, donc bon. D'habitude, on l'a déjà fait ce genre de... Oui, on l'a déjà fait, ça marche bien, mais je veux dire, on n'est pas forcément à la recherche de multiplier, même si c'est des formules qui marchent très bien. On n'est pas dans un objectif de les multiplier à l'infini, parce qu'à un moment donné, bah, il y a que 24 heures dans une journée, et que, bah, soit on arrête complètement là au niveau des investissements et ça nous prend beaucoup trop de temps, soit on se dit quand même que l'an prochain, même si on aura quitté le Boomer Dream, on continuera à investir et en fait il faut qu'on soit capable de limiter la quantité de problèmes qui viennent à nous et d'avoir cette optimisation entre notre rentabilité et notre temps. C'est un peu ce qu'on vous a dit sur les Airbnb typiquement. C'est pas le Airbnb, on l'a pas décrit sur ce podcast, mais on a souvent dit que c'était pas du tout ce qu'on recommandait parce que le Airbnb c'est très chronophage. Alors c'est génial, vous pouvez faire du 18, du 20% sur un investissement Airbnb, ça existe et c'est parfois pas si compliqué. Tant que pas mal de prérequis pour votre investissement se passe bien le sont. Mais le Airbnb, pour un 20%, ça va vous prendre un temps équivalent à si vous aviez 5-6 appartes classiques en gestion. Donc, à la fin, est-ce qu'il vaut mieux avoir quoi? Un appartement Airbnb à 20% ou 5-6 appartes individuels à 10% de renta? Vous gagnerez plus d'argent avec 5-6 appartements à 10% de renta. Simplement, vous y passerez le même temps que si vous avez un Airbnb. C'est juste que, par exemple, pour quelqu'un qui ne pourrait s'acheter qu'un seul appartement, ouais, le Airbnb, c'est peut-être une vraie façon de gagner beaucoup d'argent dans l'IMO, alors que si vous avez qu'un appart en longue durée, vous ne deviendrez pas millionnaire comme ça, quoi. Clairement. Bon, bah, je pense que c'était... T'as d'autres conseils à donner, mais je pense qu'on a fait quand même un bon tour de nos recommandations. Ouais, moi je reviendrai, tu vois, vraiment conseil à donner, et encore une fois, c'est écrivez votre plan, faites-vous un plan et marquez quelque part qu'avant le 31/12, il faut que vous ayez investi pour que de 1, ça vous motive à le faire, et que de 2, si vous le faites pas, au 31/12, quand vous êtes en train de faire la fête avec vos potes, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez fait une défaite, que vous n'avez pas investi avant le 31/12. Ah, le coup de pression. Bah ouais, non, mais c'est le coup de pression, mais en fait, il faut que ce soit dit, tu vois, c'est-à-dire que il vous secoue, là. Il n'y a pas le temps. Mais en fait, des fois, pour mettre le pied à l'étrier, il y a que ça qui peut fonctionner. Il faut vraiment se mettre cette deadline qui t'oblige à te surpasser. C'est un petit peu toujours, je pense que quasiment tout le monde, que ce soit au collège, au lycée ou dans les études supérieures, il y a le moment où genre vous êtes la veille de l'examen et c'est le jour où vous révisez le mieux. Bah là c'est un petit peu pareil, si vous mettez en mode que la deadline et que ça doit absolument être fait avant le 31/12, plus vous allez approcher, plus vous allez être ultra motivé et c'est ce qui va faire que vous avancez et pas que vous vous dites finalement le 31/12 ah ouais c'est vrai que cette année j'aurais pu investir, ça aurait été pas mal mais finalement j'avais aquaponé et du coup je l'ai pas fait quoi. Ouais. Ah là là, le coup de pression, je m'en vais pas. Bon, en tout cas, on vous souhaite du courage dans vos projets, beaucoup de motivation. Et encore une fois, une dernière chose, on a oublié de le dire. Ouais, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire et ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast que tous les deux. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On a reçu un petit peu moins de questions parce que c'était l'été, c'est un peu normal. On en avait plein en mai, juin. Encore une fois, vous avez des petites questions, des trucs ou quelque chose que vous n'avez pas compris sur l'épisode, n'hésitez pas à vous nous envoyer un DM. On vous répond avec grand plaisir et ça nous permettra de faire de créer de la fioriture dans nos petits intros pour les prochains. Ouais, je voulais utiliser un autre mot, mais me venait pas. Donc pour nos prochaines intros de podcast, voilà. Bon, on vous remercie, on vous souhaite une très bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine. À très bientôt, ciao.